J'ai très vite compris que les risques, il faut les prendre quand t'es jeune, parce que plus tu vieillis, plus c'est dangereux, on va dire, d'entreprendre. Et moi, je me suis dit, bon, concrètement, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer des choses? Bah, la peur de perdre de l'argent. On sous-estime souvent notre capacité à faire passer un message, à vendre des produits et à satisfaire les gens, juste parce qu'on n'essaie pas de le faire. On a un vrai rôle d'éducateur. Notre principale mission, c'est de décomplexer, d'éduquer et de dédramatiser autour de l'hygiène intime et du fait que le PQ, ça étale, ça ne nettoie pas. Il y a que l'eau qui nettoie. Parce que la vérité, c'est que les Français sont coincés du cul. Et ça, c'est un véritable problème. Quand je t'ai demandé tu fais quoi dans la vie, je lave des culs. Oui. C'est la manière dont tu te présentes qui est assez originale. Quand on se rend compte, on a forcément une première impression. Et si t'as une mauvaise première impression avec quelqu'un, il y a très peu de chances que t'aies envie de le revoir après. Salut à tous, c'est Maxime Astuce. Étudiant, entrepreneur et créateur de contenu. Sur les réseaux, je partage à vous et à ma communauté de plus de 2 millions d'abonnés des astuces en tout genre pour vous faciliter la vie. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi pour découvrir des personnalités hors du commun, pour découvrir la recette de leurs exploits. Artistes, entrepreneurs, influenceurs et j'en passe, ils nous délivrent leurs meilleures astuces, celles qui les ont menés au succès. Aujourd'hui, je reçois William Montagu, un jeune entrepreneur créatif qui incarne le pouvoir de l'engagement envers l'environnement. Salut William, Salut Maxime. ravi de t'avoir ici. À seulement 25 ans, William incarne la fusion parfaite entre créativité, ambition et responsabilité sociale. Avec son entreprise révolutionnaire Boku, il ne se contente pas de changer les habitudes sanitaires, mais il déclenche une véritable révolution écologique. Ces toilettes japonaises abordables ne sont que le début d'une aventure qui promet de transformer notre rapport à l'hygiène et à l'environnement. William, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton histoire, l'histoire de Boku? Qu'est-ce que c'est exactement et comment tu as eu l'idée de créer Boku? Ouais, ça fait beaucoup de sujets d'un coup. Donc déjà, j'ai commencé à travailler sur Boku quand j'avais 22 ans. Et je dis que j'ai 22 ans puisqu'en fait, j'ai terminé mes études en marketing. Avant ça, j'étais diplômé de design produit en design industriel à Paris. Et donc, j'ai toujours été très, très créatif. Très, très créatif, mais j'ai vite été frustré parce qu'on n'apprend pas aux créatifs à vendre ce qu'ils créent en fait. On leur apprend juste à créer. Et du coup, juste après le design, je suis parti dans du marketing, puis dans du web. Et c'est là où le Covid est tombé, mais juste à la fin de mes études. Et du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour ruminer, me former sur plein de sujets, essayer des choses, m'essayer, on va dire, au début, l'entrepreneuriat. Et c'est pendant les pénuries de PQ, pendant le Covid, en fait, que j'ai eu l'idée de Boku. Pour la petite anecdote, moi, j'ai acheté le PQ pour mes grands-parents, mais ils habitaient un petit peu loin de Paris. Et c'était délicat, dans les grandes surfaces, surtout en banlieue, de trouver du papier toilette à cette époque-là. Et du coup, ils m'ont dit, en vrai, bon, t'inquiète pas, mon petit-fils, on a un bidet à la maison, on peut très bien se débrouiller sans. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, oui, mais moi, si ça m'arrive, j'ai pas de bidet chez moi. Et j'allais pas débourser 3 000 € dans les toilettes japonaises, d'autant qu'il faut être propriétaire, il faut faire des travaux, mettre l'électricité. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un gap en fait dans le marché qui était pas, voire mal adressé. Il y avait un entre-deux du style, la douchette, mais qui est pas très sexy ni très pratique, tu vois, ou genre les bouteilles d'eau comme les musulmans, mais c'est pas sexy non plus. Il n'y avait pas d'entre-deux satisfaisant, sexy, bien mis en avant qui existait en France, et c'est de là en fait qu'est la jeunesse de Boku. Et l'idée, c'est de rendre accessible à tous, du coup, le meilleur de l'hygiène à la japonaise, aux Français. Mais Voilà. du coup, tu venais de terminer tes études, Hmm. mais t'as pas décidé d'aller travailler direct dans un job? Tu voulais déjà te lancer dans l'entrepreneuriat directement? Bah, j'ai eu le choix juste à la fin de mes études. On m'a proposé un CDI dans le stylisme, en l'occurrence, puisque j'ai fini mes études en alternance dans la mode et le marketing de luxe. Et je me suis dit, bon, j'avais 21 ans, 22 ans, et j'ai eu le choix. Ce qu'on a trop rarement, je trouve. Et j'ai eu le choix donc soit de me sécuriser dès le début, avec cet emploi qui était top, tu vois, soit le choix de tester des choses et de prendre des risques. Et j'ai très vite compris que les risques, il faut les prendre quand t'es jeune, parce que plus tu vieillis, plus c'est dangereux, on va dire, d'entreprendre. T'as un crédit, t'as une famille, une maison, des enfants et tout ça. Et moi, je me suis dit, bon, concrètement, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer des choses? La peur de perdre de l'argent. Je me suis dit, ok, bon, j'ai un peu d'argent dans l'alternance, j'ai le chômage, ce genre de choses. Ok, très bien. Si je perds mon argent, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai essayé de rationaliser ma prise de risque, ce qu'on fait trop rarement aussi. Et je me suis dit, même si je perds tout demain, je suis toujours chez mes parents. J'ai toujours mon background d'études, j'aurais pas perdu de temps non plus parce que dans tous les cas c'est le Covid. Et si j'ai plus de sous, j'ai à manger, j'ai un toit, j'ai un lit et tout va bien. Et du coup, même si au début, être employé ça m'attirait pas mal, c'est la sécurité, la stabilité, surtout dans un milieu créatif, c'est assez rare de devoir proposer un bon emploi dès le début. Et je me suis dit, non, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques. Et donc j'y suis allé. Ok. Et du coup, t'avais 21, 22 ans. C'était quoi? C'était un bachelor que t'as fait? Alors moi, j'ai pas fait de mise à niveau, donc j'ai fait un bac art appliqué, STD2A. En gros, c'est des études généralistes
mêlé au S, donc avec beaucoup de maths, et avec un gros background de design et d'art plastique. Et tu as l'option, on va dire, design, c'est un coef 16. Donc en fait, c'est pas une option, c'est le truc de ta formation. Ok. Et quand tu sors de là, t'as pas besoin de faire une mise à niveau ou une prépa parce que tu es déjà ultra formé et ultra spécialisé. Et du coup, je suis sorti de là directement. Donc, je suis allé en école de design industriel. Donc, j'ai fait 2 ans, j'ai fait un BTS. Ok. Après, j'ai fait un bachelor, donc une 3e année et demie en marketing de luxe. Et après, j'ai fait du formation pour faire des sites web en accéléré, sur WordPress notamment, avec la Staffme Academy. Ok, ok, hyper intéressant. Et bon, on en a parlé vaguement, mais du coup, qu'est-ce que Boku exactement? En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, absolument. Boku, c'est la start-up du bien-être aux toilettes en France. On entend beaucoup parler de nous et surtout grâce à notre humour. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on vend une gamme de produits qui vous permet à tous de transformer vos toilettes classiques en toilettes japonaises en moins de 10 minutes et sans travaux. Donc concrètement, on vend les mêmes bénéfices que les toilettes japonaises, mais pour 10 fois moins cher. Et surtout hyper accessible. Ouais, parce qu'en général, c'est plusieurs milliers d'euros les toilettes japonaises. Et combien tu vends exactement Bah, un toilette japonais classique d'entrée de gamme, sans les travaux, c'est 1 500 euros. Et ça, c'est vraiment entrée de gamme qui tient un peu la route. Ok. Après, il faut faire les travaux et tout ça, c'est des frais dont on ne parle pas encore, notamment l'entretien, c'est tout un bazar. Et nous, on vend un produit, le bidet Boku d'entrée de gamme, qui est à 139 euros, tu vois, et que tu installes tout seul. Et si ça te convient pas, tu peux le renvoyer, on te rembourse sans souci. On a aussi la version supérieure qui est l'abattant japonais Boku, qu'on vend à 280 euros. Et on a aussi la version portable, qui s'appelle le Boku Mini. Parce qu'on s'est vite rendu compte que une fois qu'on s'habitue à un tel degré, à un tel niveau d'hygiène, c'est assez dur de s'en passer au quotidien. Et du coup, les gens nous laissaient des emails et tout ça en mode bon bah c'est cool, mais quand je vais au taf, en vacances ou chez des amis et que j'ai pas ce confort intime avec moi, bah je me sens pas hyper bien quoi. Est-ce que vous avez des solutions? Et c'est comme ça qu'on a sorti la version portable. Ok, ouais, c'est ouf, surtout le niveau prix, et même c'est surtout comment tu peux l'installer, parce que du coup tu l'installes toi-même. Nous on s'est rencontrés lors d'une soirée et je me souviens la première chose que tu m'avais dit c'était quand je t'ai demandé ouais, tu fais quoi dans la vie, c'est je lave des culs Oui. et c'est la manière dont tu te présentes qui est assez originale. Tu parlais justement d'humour, on en reparlera un peu plus après. Hmm. Tes études en design et en marketing, ça t'a aidé justement à construire Boku. C'est quoi les éléments clés selon toi du coup de la réussite de Boku Ah, si je devais reprendre des éléments de la réussite de Boku par rapport à ce que j'ai pu étudier, parce que je pense qu'il y a une grosse part de juste bonne conscience, de vivacité d'esprit et d'expérience aussi. Il n'y a rien de tel que d'essayer de lancer quelque chose pour savoir si ça fonctionne ou pas et de s'améliorer. Ce qui se passe, je pense que là où j'ai un avantage comparé à d'autres personnes qui montent des boîtes, c'est que je suis product. C'est-à-dire que je suis designer produit industriel. Donc en fait, je vais très vite pouvoir te dire si ton produit il va pouvoir satisfaire et tenir la route ou non. En termes d'ergonomie, en termes de fonctionnalité, en termes de couleur, en termes de poids, en termes de plein de choses, c'est des notions pour moi qui sont quasi devenues des réflexes de dire en voyant ce produit, bah écoute, il pourrait être mieux ou pas. Donc en fait, j'ai cet avantage que peu d'autres ont. Et en tant que designer, la différence entre un designer, si tu veux, et un artiste, c'est que l'artiste, il crée pour lui, par rapport à ses rêves, ses désirs. Et si ça se vend, tant mieux. S'il a une hype, tant mieux. Le designer, c'est l'inverse. Il crée uniquement pour les autres. Il crée parce qu'il a identifié un problème et il veut le résoudre. Et le designer résout le problème par le hardware, donc par le product pur. Donc en fait, moi, quand j'ai vu cette espèce de pénurie de PQ, mais j'ai dit putain, demain je suis dans la merde si j'en ai plus, mon cerveau a directement pensé à une solution mécanique. Donc j'ai cet avantage où beaucoup de personnes se rechignent à essayer de trouver un produit, une solution miracle, le produit winner, tu vois, alors que pour moi, c'est naturel. Et je traduis le problème par une solution mécanique naturellement. Donc ça, c'était un véritable avantage. Donc je savais créer et analyser des produits. Et derrière ça, j'ai appris à les vendre avec le marketing. Donc en fait, je suis devenu le meilleur vendeur puisque je vendais mes propres produits qui étaient les miens. Donc en fait, mon discours ne pouvait pas être plus aligné que ça parce que souvent, bon, bah, ça arrive qu'on vende les produits des autres ou qu'on crée un produit et que d'autres le vendent pour nous. Moi, j'ai réussi à mêler les deux en même temps. Et donc je savais comment créer un produit, je savais comment le marketer et après, j'ai appris à mettre tout ça sur une plateforme, donc des sites web, pour propulser la brand puisqu'il faut savoir que quand on fait des études de design, en fait, on n'est pas juste formé à dessiner des produits. On apprend le design, l'art d'aimer ou d'avoir un bon goût de des couleurs et des formes. Et pareil pour le marketing. Le marketing, on le sait, c'est pas que des chiffres et des SWOT et tout ça, tu vois. C'est analyser la marque parce que le branding a un rôle à jouer qui est très héroïste, même s'il n'est pas facilement identifiable, dans les marges que peut avoir un business, etc., etc. Donc en fait, je suis parti avec un bagage très théorique, c'est sûr, mais un bagage très très complet. Ok. Et ensuite, j'ai eu
grâce au Covid, on peut dire, le temps d'éprouver tout ça et d'essayer tout ça. Typiquement, si j'avais pris ce boulot, j'aurais pu m'expérimenter sur seulement un ou deux ou trois des scopes que j'avais appris en études. Là, pendant le Covid, j'ai eu l'opportunité de tester plusieurs petits projets en testant toutes mes performances, toutes mes compétences plutôt d'un coup. Donc en fait, ça a fait la différence. Et j'ai vite compris ce qui marchait et ce qui fonctionnait pas parce que j'ai essayé. Et le conseil que je peux donner là-dessus, c'est il faut essayer. C'est ce que tu apprends, essaye de le confronter avec la vie réelle parce que souvent il y a des décalages, quoi. Et globalement, du coup, tu trouves que ce qu'on t'a enseigné, qui est quand même assez théorique, tu as réussi à bien l'appliquer et t'es assez content de tes études et ça t'a vraiment permis de développer beaucoup derrière? Franchement, oui. Il y en a beaucoup qui crachent sur les études. En fait, ce qu'on m'a enseigné était très bien. Le seul truc qui manquait, c'était les cas pratiques. C'est expérimenter ça. Et c'est là où les incubateurs sont hyper utiles parce que on te prend à la volée entre la fin de tes études et si tu veux ta vie professionnelle d'après et on t'amène des éléments très concrets pour t'aider à monter ton entreprise. Et moi, c'est la chose qui me manquait. J'ai très vite frustré de créer des produits pour pouvoir les vendre. Et une fois que je savais les vendre, je voulais en fait les vendre. Et du coup, pour moi, c'était une belle suite logique. Et je tire un grand enrichissement sur toutes mes études en marketing, puisque une fois qu'on comprend et qu'on apprend le marketing, on se rend compte qu'on en est entouré, on baigne dans le marketing, mais tout le temps, et quitte à baigner dans quelque chose, autant le maîtriser, tu vois. Non, non, carrément. Surtout qu'en plus, le marketing, c'est souvent considéré comme une matière un peu bullshit, on va dire. Et en vrai, il y a beaucoup d'apprentissage, mais comment on le voit en cours, et c'est quand même assez différent, je trouve, que comment tu l'appliques dans la vie réelle. Ouais. J'ai passé un peu Boku, on est passé sur Boku un peu rapide. Est-ce que tu pourrais dire, déjà, ça fait combien de temps que tu as créé Boku et aussi un peu quelques chiffres dessus, où tu en es aujourd'hui un peu de l'actualité? Ouais, bien sûr, les actus de Boku. Donc Boku, c'est une startup que j'ai lancée il y a un peu plus de 2 ans. Il faut savoir que moi, pour mon lancement, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais personne avec moi, donc j'ai commencé par une campagne Ulule qui a été la plus financée de la catégorie santé bien-être. Donc on a fait 350 000 € de prévente en un mois, ce qui C'est était énorme. énorme pour moi depuis ma chambre chez mes parents comme ça au milieu du Covid, tu vois. Donc c'était déjà un exploit. Ulule, juste, du coup, c'est une campagne crowdfunding où les C'est gens ça. ils peuvent participer. C'est comme KissKissBankBank. Le concept de crowdfunding, c'est typiquement si on finance une boîte ou un projet qui n'existe pas encore en précommandant des produits ou un service de cette dite entreprise. Et si le montant du financement visé est atteint, le projet est réalisé, l'argent est reversé, on va dire, à l'entrepreneur et on espère derrière que les clients soient livrés. Parce que des fois, ça arrive que les clients ne soient pas livrés. C'est comme ça, c'est un petit peu le jeu. Donc, premier lancement en crowdfunding, Ok. ça se passe très bien. Et donc, on finit l'année 1 à 1,8 million de chiffre d'affaires. Et là, on vient de clôturer l'année 2 à autour de 7 millions. Ok, Et on incroyable. espère faire encore plus l'année d'après. Du coup, tout en autofinancé. Tout en autofinancé. Alors, l'autofinancé à hauteur du coup de 350 000 €, c'est bien, mais c'est pas tant que ça non plus. On a l'impression que c'est un chiffre énorme, mais quand il faut livrer genre 5000 clients derrière et qu'il faut lancer la boîte, commander du stock, c'est un peu compliqué. Du coup, on a été pendant un bon moment à flux tendu, à base de rupture de stock. Et c'est là où il a fallu être fin d'esprit et jouer avec ces ruptures de stock et avec la FOMO de il n'y a pas beaucoup de produits disponibles. Quand une rupture de stock arrive, on envoie des emails pour dire qu'il faut vite commander avant qu'il n'y en ait plus. Et quand il n'y a plus de stock, on dit il n'y en a plus, on n'oublie pas de précommander pour avoir ton Boku le sécuriser après, tu vois. Et ce qui fait qu'on a réussi à créer une rotation de vente qui s'est fait toute l'année et qui nous a permis de survivre contrairement à des boîtes, à des startups qui, dès qu'elles sont en rupture, ne veulent plus vendre. Alors j'ai encore un peu du mal à comprendre pourquoi. Il y a la peur de ah mais je peux pas prévendre un produit, ça va pas fonctionner, les gens ils le veulent tout de suite, moi je ne ferai pas un produit en précommande. Et c'est là où le test and learn est hyper important. On sous-estime souvent notre capacité à faire passer un message, à vendre des produits et à satisfaire les gens, juste parce qu'on n'essaie pas de le faire. C'est comme son prix. Le prix de son produit, il faut le tester. Les préventes, il faut le tester aussi. Il faut arrêter de spéculer, surtout quand on est un jeune ou une jeune entrepreneuse ou entrepreneur. Il faut essayer les choses. Et du coup, nous, en essayant en première année, même si on était à flux tendu avec ce stock qu'on n'arrêtait pas de ne pas avoir, en fait, on a réussi à bien s'en sortir. Encore aujourd'hui, on peut avoir des moments où on est en rupture parce qu'on a des gros moments de vente, parfois pas inattendus, mais surprenants. On est encore un peu en rupture, mais on a une bonne rotation à bon BFR, comme on l'appelle. Donc ça se passe bien, on n'a pas prévu de lever jusqu'alors. Mais alors, du coup, c'était juste un projet qu'on t'a mis sur Ulule. Comment t'as fait pour faire 350 000 €? Parce que du coup, c'est quoi? Il y a de la publicité. Comment ça se passe exactement? C'est intéressant. Donc il faut savoir que la majorité de mon investissement de base, qui était toutes mes économies en gros, je l'ai mis dans la création d'un prototype. C'est-à-dire que moi je suis designer produit.
Je suis pas ingénieur, donc je peux dessiner un produit, mais je peux pas le construire ou le concevoir, ni mécaniquement par la pensée, ni en l'assemblant avec mes petites mains, tu vois. Donc je me suis adressé à un bureau d'études, donc des ingénieurs, qui m'ont aidé du coup à quasi co-créer, on va dire, ce produit, à l'intérieur mécaniquement, au-delà du concept, je veux dire. Et donc une fois qu'on avait, que mécaniquement ils m'ont dit, ok, bah voilà, ça te coûtait tant de faire ton produit, je leur ai demandé, bah combien, enfin comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut avancer. Ils m'ont dit, bah écoutez, voici le minimum de quantité, il est de 5000 produits. Et moi, j'ai pas l'argent pour précommander, pour commander 5000 produits et ensuite monter une boîte. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais mettre toute ma thune pour créer un prototype. On s'est accordé sur un prix, donc 9 mois de travaux ensemble. J'ai récupéré ce prototype-là. Ensuite, donc avec ce proto, j'ai fait donc une vidéo pour lancer le projet que j'ai mis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, enfin sur Meta. Donc j'ai fait de l'acquisition payante, donc du Facebook Ads. Ok. Et j'ai récupéré des emails. Beaucoup d'emails. Donc en fait, sur Facebook, il y a quelque chose qu'on appelle un Facebook Form. Donc en gros, le petit bouton, c'est pas en savoir plus, c'est pas acheter, c'est s'inscrire, tu vois. Et en fait, ça remplit automatiquement nom, prénom, numéro de téléphone, email. Enfin non, nom, prénom et email. Et ça te permet, toi, en tant que fondateur, qu'entrepreneur, de récupérer beaucoup d'emails de personnes qui vont être plus ou moins engagées. Et l'email, il faut savoir, quand tu montes un projet, et même quand tu as une grosse boîte, c'est le canal de communication à privilégier parmi tant d'autres, parce que ça coûte très peu cher d'envoyer un email. Et tu peux mettre ce que tu veux dedans. Et si tu maîtrises finement le copywriting, tu peux faire passer de véritables messages. Le copywriting, l'art d'écrire. Exactement, c'est le fait de pouvoir manipuler les mots, de ne pas en dire trop, mais juste ce qu'il faut, de donner un petit peu d'intention, d'émotion, en même temps de faire passer un vrai message et de donner une action. Je le rappelle, une petite base comme ça, c'est quand on envoie un email à ses clients, c'est un email avec un seul but. Il ne faut pas vouloir informer du prix d'une promo, demander aux gens de s'inscrire sur Instagram, puis ensuite d'aller sur le puis de machin. C'est un email, une action. Inscrivez-vous, likez ce post, allez sur le site, parlez-en à votre grand-mère. C'est une action, un message par email. Donc, je fais cette vidéo avec ce prototype, je récupère des emails, j'envoie, je fais ça sur un mois, je mets quelques milliers d'euros en publicité, pas beaucoup, un peu moins de 3-4 000 euros. Et là, je récupère genre quasiment 10 000 emails. Et c'est avec ces 10 000 emails-là que j'ai donc éduqué autour du sujet de l'eau, de l'hygiène, des économies, tout ça, que du coup, ensuite, j'ai ouvert la campagne. Et c'est là où c'est parti en vrille, quoi. Ok, hyper intéressant. Donc, avec si peu d'investissement, Mm. ça a réussi à faire 350 000 euros. Ouais, alors quand tu dis si peu, c'est intéressant de mesurer un peu ces propos, puisque c'est si peu avec les conditions que j'ai réussi à créer. Ouais. J'aurais pas créé une vidéo et un branding aussi viral, ça m'aurait coûté beaucoup plus. Et c'est là où est notre force aussi, c'est quand on arrive à générer de la viralité avec une vidéo qu'on propulse de manière payante sur Facebook et Instagram, les gens la partagent. Et quand ils la partagent, c'est du partage qu'on ne paye pas, en fait. Et quand tu as des dizaines de milliers de partages, eh ben, en fait, ta portée, elle est beaucoup plus grande. Donc tu payes, mettons, 1000 euros pour que 10 000 personnes voient ta vidéo. Et ben, en fait, avec les partages, si elle est virale, tu payes 1000 euros, mais tu as genre 20 000 personnes qui vont voir ta vidéo avec tous les partages et les commentaires et les personnes qui s'envoient la vidéo entre eux, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'en dépensant si peu, on a réussi à avoir autant. Ouais, non, c'est fou. Et même justement, toi, tu étais très fort au niveau marketing et c'est aussi comme ça aussi que j'ai pu un peu te connaître sur les réseaux où tu fais des pubs assez comment dire, impactantes. Ouais. C'est difficile à donner des mots. D'ailleurs, bah, aux invités, enfin à ceux qui nous écoutent, je les invite à aller voir une des publicités que William fait. C'est assez impressionnant. Euh, En vrai, dans Boku, le plus, on va dire le plus complexe, c'est de convaincre les consommateurs de changer un peu leur habitude sanitaire. Ouais. Comment tu t'y es pris justement pour faire ça? C'est intéressant. Bah, c'est un vrai challenge. En fait, je considère que Boku, au-delà d'être une boîte qui innove avec des produits, c'est une boîte qui innove en termes de communication. On a un vrai rôle d'éducateur. Notre principale mission, c'est de décomplexer, d'éduquer et de dédramatiser autour de l'hygiène intime et du fait que le PQ, ça étale, ça ne nettoie pas. Il n'y a que l'eau qui nettoie. Et ça, quand je te le dis et quand je le dis à tout le monde le comprend. C'est un fait naturel, on le comprend. Mais quand moi j'ai fait une étude de marché avant de lancer Boku, parce que je me suis dit que j'allais pas y aller YOLO comme ça non plus, histoire de minimiser quand même la prise de risque et de savoir que j'allais pas dans le mur pour aller dans le mur, je me suis très vite pris des murs. En termes de communication, puisque quand j'envoyais des sondages, quand je parlais d'hygiène intime à mes potes, à ma famille ou à des connaissances, bah, j'avais assez peu de réponses. Parce que la vérité, c'est que les Français sont coincés du cul. Et ça, c'est un véritable problème, parce que quand un Français est coincé du cul, un Français ne communique pas. Et un mauvais communicant, c'est quelqu'un qui n'a pas donné d'infos véritables et authentiques. Et c'est là où j'ai commencé à intégrer de l'humour dans mon dialogue. Et en fait, en balançant des bonnes blagues, pas beauf non plus, pas obscènes, mais juste ce qu'il faut, avec la finesse nécessaire, on arrive à décomplexer la discussion, à enlever ce qu'on appellerait la gênance, et là, on peut entamer un véritable dialogue. Et le dialogue il est authentique parce qu'on est tous confrontés au même problème, l'hygiène intime, féminin comme masculin. Et du coup, c'est là où utiliser l'humour au travers de mes vidéos, c'est devenu un must.
Et c'est comme ça, en fait, qu'on réussit à éduquer. C'est-à-dire que, concrètement, en publicité, une des grandes bases que moi, je poserais, c'est la richesse du fond et la richesse de la forme. En fait, il faut avoir bien bossé ton marketing, ton product et ta boîte pour avoir un bon fond, des bons fondements. Tu sais pourquoi les gens achètent, tu connais leurs craintes, tu connais leurs peurs et tu sais comment les faire sauter. Donc en fait, tu as tous tes arguments de vente. Une fois que tu as ça, mais il faut vraiment bien avoir fait ce taf-là, sinon la suite n'aura pas de sens. Une fois que tu as ces bons arguments-là, ensuite c'est comment est-ce que je les mets en avant. Alors ce que tu peux faire, c'est tu regardes autour de toi et tu t'inspires de ce qui existe déjà. C'est bien, mais c'est pas assez. Parce que ce qui existe déjà, en fait, tout le monde le voit. Et c'est là où il va falloir innover par la forme. C'est difficile d'innover par le fond au niveau des arguments, mais il faut innover par la forme. Et la forme, c'est ta vidéo. C'est des déguisements, c'est des situations rocambolesques. C'est moi sur des toilettes, sur le toit d'une voiture au milieu d'un désert, tu vois. C'est ça, innover par la forme. Ton message, tout le monde le comprend. Mais les gens sont inondés de messages 100% du temps, 100% de la journée. Les gens, ils ont juste la flemme, ils n'ont pas d'intérêt pour toi. Et sur Instagram ou sur Facebook, en fait, les gens sont là pour se divertir. Et trop peu de personnes se disent que, ah bah oui, on va peut-être penser divertissement avant de penser argument de vente. Et c'est comme ça qu'on réussit à engager et à fédérer beaucoup de monde parce qu'on les divertit. Et les gens vont sur notre chaîne YouTube pour retrouver nos publicités qu'on poste aussi sur la chaîne YouTube de Boku et qui commentent. Je n'ai jamais regardé une pub Facebook jusqu'au bout et j'ai encore moins. C'est la première fois que je vais sur YouTube pour retrouver des pubs. Et en fait, on crée du divertissement. Et ça, c'est ce qui fait la différence avec, à mon avis, beaucoup de boîtes qui veulent pas trop prendre de risques, qui visent un trop gros ROI dès le début. Et alors, je parle de ROI parce que le ROI, c'est un retour on investment. Donc, c'est je mets 1 € sur une pub, combien est-ce qu'il va me ramener? Si elle me ramène 2 €, bon, bah, c'est 1 x 2, typiquement. Et en gros, bon, ce genre de vidéo très humoristique, où on n'est pas là à pusher la vente, etc., on va la mettre ce qu'on appelle en top of funnel. Donc en fait, toi, typiquement, si tu connais pas Boku et qu'à un moment donné, tu vois une pub sur Boku sur Insta et que c'est la première que tu vois, tu vas être en haut de funnel. Et le moment où tu achètes, c'est le moment où tu vas être le plus à même d'acheter, donc c'est le bas de funnel. Et au milieu, il y a le middle of funnel. Et l'idée, c'est que tu peux pas avoir les mêmes typologies de vidéos ou de contenu quand tu es en haut du funnel, au milieu ou en bas et que tu es le plus à même d'acheter. En haut du funnel, voilà, on va faire des blagues, des vidéos show-off dans tous les sens, parce qu'on veut juste que tu nous reconnaisses, que tu te souviennes de nous. Parce que chaque point de contact qu'on va avoir avec toi, il est existentiel. Surtout le premier. Et tout en bas du funnel, là, tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin de savoir qu'il y a plus de 100 000 clients qui ont déjà acheté un billet Boku. Tu as besoin de savoir que c'est garanti 2 ans, que tu as 30 jours d'essai 100% remboursé, tu vois. Donc, c'est des typologies d'éléments rationnels qu'on va retrouver en bas de funnel. Et en haut de funnel, il ne faut pas oublier qu'on est là pour rencontrer quelqu'un. Et c'est ce que j'appelle la première impression. Quand on se rencontre, on a forcément une première impression. Et si tu as une mauvaise première impression avec quelqu'un, il y a très peu de chances que tu as envie de le revoir après. Pareil avec une marque. Et je vais juste reprendre un point que tu disais, parce que tu parlais de la vidéo où tu es assis sur une voiture que moi j'ai regardée, qui dure je crois 4 minutes, Ouais. qui est assez impressionnante. C'est celle-là que tu avais mis dans ta campagne Ulule ou non? Non, Pas du c'était tout. une autre Ça, c'est vidéo que j'avais fait chez un pote en l'occurrence, avec beaucoup moins de moyens, hein, puisque j'avais Ouais. tout mis dans le proto. Euh, donc beaucoup moins de moyens, mais la même mécanique de vidéo. Ok. C'est on choque, on surprend, et d'ailleurs le hook, c'est la phrase d'accroche du début, c'est je fais caca, et toi aussi. Tout comme 100% des Français. Ça, c'est une vidéo que je recommande d'aller voir parce que du coup, moi, c'est celle-là qui m'avait choqué et Mm. qui est assez impressionnante. Où du coup, William est sur une voiture en train de mettre un bidet Boku Sur des WC. sur des WC, Oui, sur le toit d'une voiture. sur le toit d'une voiture pendant que la voiture roule. Et justement, tu montres que c'est assez facile à réaliser. Mm. Et en plus, tu vas éduquer derrière, enfin, tu donnes tous tes messages à C'est ça. marketing, etc., qui sont impressionnants. Ouais. En parlant de ça, c'est quoi du coup, comment, c'est quoi les bénéfices, les arguments que tu donnes, que ça soit de santé, hygiénique, ouais. etc. euh, Il y a nos leviers, on va dire, marketing, nos arguments sont les suivants. Le premier, ça peut paraître évident, mais c'est le levier de l'hygiène. Voilà, comme je te le disais, le PQ, ça étale, ça nettoie pas. Et donc, tu as une grande partie des gens qui achètent nos produits pour avoir un bien-être intime bien supérieur à ce qu'ils ont déjà. Et c'est pas forcément des problèmes, des personnes qui ont des problèmes d'infection urinaire, des cystites ou des hémorroïdes ou que sais-je. C'est des personnes qui juste sont conscientes que, bah oui, le seul moyen d'être propre, c'est l'eau. Et en fait, ça, je l'ai appris avec le temps, parce qu'à force de en montant beaucoup, il y en a beaucoup qui se sont révélés à moi, mais beaucoup de personnes, juste après qu'elles soient allées aux toilettes, et peut-être qu'elles se reconnaîtront, sont obligées d'aller prendre une douche, tu vois, typiquement. Et c'est très bien. Et du coup, elles vont jamais aux toilettes en dehors de chez elles. Mais c'est un vrai frein, c'est insupportable. Aller prendre une douche en termes de logistique, bon, c'est pas rien non plus. Donc, c'est pas compliqué. En fait, avec notre produit, on réduit d'en moyenne 80% la consommation de PQ. Donc, naturellement, on est beaucoup plus propre. Et quand on réduit de 80% sa conso de PQ, et en fait, ça fait de véritables économies à la fin sur la facture. Surtout quand tu es une famille de 4 et que tu achètes du PQ qui a augmenté de plus de 30% en termes de prix depuis 2022, 2023, depuis le Covid.
Donc il y a un véritable atout hygiénique, économique, et derrière ça, je viens à l'écologique, qui est très important. Il faut savoir que l'industrie du PQ, elle a très très peu évolué depuis ces 30-40 dernières années. Très très peu. On a rajouté une couche par-ci, on a mis un petit logo de poisson dessus par-là, tu vois, mais rien d'innovant. Et en fait, pour fabriquer un seul rouleau de PQ, on utilise jusqu'à 178 litres d'eau. Et aujourd'hui, c'est plus de 27 000 arbres par jour qui sont détruits pour fabriquer du PQ. Et il faut savoir que 15% de la déforestation mondiale est due à la production de papier hygiénique. Donc en fait, c'est un véritable enfer. C'est-à-dire que encore le PQ, ce serait le truc le plus hygiénique au monde. Ok, bon, écologiquement, c'est pas dingue, mais bon, vas-y, c'est pire hygiénique. C'est même pas le cas. Ça coûte cher, c'est pas propre et c'est pas écolo. Donc quand tu mets ça dans la fesse, bah non, dans la tête de quelqu'un, il se dit bah oui, effectivement. Alors maintenant, le sujet, c'est peu de personnes pensent à tiens, demain, je vais acheter des toilettes japonaises. Donc c'est là où nous, il faut qu'on aille chercher les gens. Mais par contre, tout le monde veut être plus propre. Mais personne n'est prêt à payer 3000 balles pour. Et c'est là où beaucoup rentre en jeu. Ok, hyper intéressant. Euh, Là, on parlait tout à l'heure de la vidéo, du coup, là où tu es sur la voiture. Moi, je sais que c'est ta meilleure vidéo. Il me semble que c'était ton associé qui me l'avait dit. Alors qu'elle dure 4 minutes. C'est quasiment, je pense, du jamais vu. Enfin, c'est très, très rare, justement, d'avoir une créa Hmm. aussi longue et qui est en plus ta meilleure, qui te rapporte, on va dire, le plus de Ouais. conversion derrière. Tu cartonnes niveau marketing et publicité. Est-ce que tu pourrais nous donner les meilleures stratégies marketing pour exploser en termes de visibilité et aussi en termes de vente? Ouais, absolument. En termes de visibilité, je vais revenir sur la notion de touchpoint. Il faut que chaque point de contact avec ton client, chaque vidéo qu'il va voir, chaque email qu'il va lire, chaque pop-up qu'il va ouvrir sur ton site, il faut que ce soit impactant. Il faut faire la différence à tous les points, à tous les degrés. Ça, c'est primordial, c'est existentiel. C'est-à-dire qu'on est tellement inondé d'informations de manière générale que si tu ne fais pas la différence, en fait, on t'oublie. Et ça, c'est ce qui s'appelle être top of mind. Et pour être top of mind, c'est-à-dire que là, tu vois, j'ai une tasse dans la main, il y a peut-être forcément une marque de tasse qui va te revenir en tête plus qu'une autre. Et cette marque-là, c'est celle qui est top of mind. Et nous, notre but, c'est que Boku soit top of mind sur l'univers des toilettes japonaises. Et donc, tu me demandais quelles sont les grandes astuces pour faire une bonne publicité. Typiquement, bon, il y a la notion de fond et de forme qui sont hyper importantes. Nous, on a des vidéos qui durent d'ailleurs en moyenne toutes 4-5 minutes, qui sont des vidéos qui sont très longues. Encore une fois, il faut essayer d'innover. Il faut essayer de divertir. Et dans le divertissement, on va dire qu'il fait 100%. C'est une vidéo, elle dure genre 5 minutes, c'est 100% de ton temps, tu vois. Dans cette vidéo-là, tu fais passer des idées, des messages marketing et aussi beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est curieux, mais on retient les émotions qui sont fortes positives, mais celles qu'on va surtout retenir, ce sont les émotions négatives. Et tu te demandes où je veux en venir. Typiquement, on retient beaucoup plus un décès de quelqu'un que un diplôme qu'on va réussir à avoir. Pour 10 diplômes, on va oublier un décès. C'est des ratios comme ça de 1 à 10. C'est très fort, mais c'est comme ça. Et dans une vidéo qui dure 5 minutes, donc 100%, il faut qu'il y ait 2-3 minutes, 2-3% plutôt, pardon, dans cette vidéo-là, qui te choquent abondamment. Et typiquement, ces moments-là dans les vidéos de Boku, c'est moi qui mets ma tête dans des toilettes avec plein de Nutella sur la tronche, c'est moi qui mange des glaces qui m'en met partout. L'idée, c'est de choquer. Parce qu'en fait, même si ta vidéo, elle est bonne, elle est bien faite, si t'as pas un élément qui vraiment va te dire wow, qu'est-ce que c'est hyper bizarre, mais en fait, on va pas se souvenir parce que tout est positif, tout est beau, tout est bien. Ok, j'ai passé un bon moment, mais voilà. Et donc, ce petit moment qui va déranger, où tu vas dire ah, c'était vraiment bizarre, c'était malaisant, j'étais pas à l'aise, va te rappeler tout le reste de la vidéo qui ah bah oui, c'était bien en fait. Ah tiens, intéressant cette marque. Et du coup, bon, faut pas abuser et faire une vidéo hyper trash, mais il faut que tu aies un tout petit moment qui soit un peu trash pour qu'on se souvienne vraiment de toi. T'as des stats justement sur cette vidéo, le taux de clic Ah, j'ai pas les stats en tête, mais chez nous, des bonnes vidéos chez Boku, je sais que le CTR, donc le click-through rate, on l'a autour de 20%. C'est-à-dire qu'il y a 20% des personnes qui voient nos vidéos qui vont cliquer sur j'achète maintenant. Et c'est assez considérable. C'est Les énorme. hook rates, donc la capacité de ta vidéo à bloquer les personnes dans leur scrolling pour s'arrêter à regarder ta vidéo, ils sont autour de 40-50% pour les bonnes vidéos. Donc c'est aussi considérable. Et voilà, on communique pas sur les ROAS ou les ROI, mais on fait en sorte que chaque vidéo fasse la différence. Et on a même la vidéo de campagne Ulule, la première que j'ai lancée, elle durait 5 minutes aussi. Ouais, c'est énorme. Ah ouais, Après, c'est très Ulule, long. c'est un peu différent quand même que de la publicité sur Facebook, je trouve, Ouais, parce que Ulule, tu viens vraiment pour un projet, enfin, c'est un peu différent. Facebook, tu es en train de scroller, bien sûr. tu as une pub Alors qui arrive. c'est un peu différent, mais la vidéo qu'on a mise sur Ulule, c'est la même vidéo qu'on avait en publicité sur Facebook. Ok. Et elle redirigeait donc au Et elle début marche vers aussi bien. les emails, et elle marchait très bien. Et il faut savoir, c'est dur à maîtriser comme art de faire des longues vidéos, on va dire publicitaires, mais il faut dire que c'est comme quand on fait une rencontre. Tu passes 30 secondes avec quelqu'un, bon, tu t'en souviens pas tellement. Ouais. Par contre, tu passes 5 minutes à discuter avec lui, là, tu t'en souviens vraiment. Et c'est là où tu arrives à engager. Et quand tu arrives à engager sur 2-3 minutes sur une vidéo qui en fait 5, c'est assez énorme, tu vois.
Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On se dit, C'est surtout beaucoup plus complexe aussi de réussir à garder l'attention. Moi qui fais aussi des vidéos sur les réseaux, ouais. je fais des vidéos de moins d'1 minute, tu vois. Garder l'attention plus de Mm, 3 mm, minutes, mm, c'est mm, quand mm. même très très rare, c'est Ouais, très ouais, fort. ouais. Mais là, du coup, tu nous parles beaucoup de vidéos. Donc là, nous, on parle de publicité marketing. Tu nous parles principalement de vidéos Mm. et de ads. C'est quoi tous les canaux que tu utilises pour Boku? Ouais, donc naturellement, le plus gros, c'est Meta. Donc Facebook et Instagram. Avec ça, on va avoir du YouTube Ads, beaucoup, parce que nos vidéos, elles sont très cinématiques, elles font très film. Des fois, elles sont filmées en 4K, tout ça, machin. Donc publicité sur YouTube. YouTube aussi, publicité sur TikTok, un Ok. petit peu sur Snapchat, on a essayé. Pas mal de marketing d'influence, donc avec des influenceurs. Alors on a la chance, c'est dingue, ça nous arrive très souvent, on contacte des influenceurs pour travailler avec eux, et ils ont déjà un Boku chez eux. C'est Et génial. alors là, c'est un win-win. Moi, à chaque fois, je tombe des nues. Ça me rend dingue que des gens aient déjà mes produits chez eux, tu vois. Alors, des influenceurs, ça me fait encore plus marrer. Derrière ça, on travaille aussi, on fait du Google Ads, naturellement. On travaille autour d'articles presse avec des journaux, des médias qui viennent nous voir, des interviews, des podcasts. Donc, ça crée aussi pas mal de bruit. Passage télévisé. On paye pas pour passer à la télé, mais on vient nous chercher parce qu'on fait beaucoup de bruit et on est très, très différents. Derrière ça, il va y avoir un petit peu d'affiliation sur des sites affiliés. Bon, derrière l'email marketing, mais je ne le compte pas comme un canal d'acquisition en tant que tel, puisque c'est un sous-canal qui permet de capitaliser sur ce que tu as déjà et des emails que tu viens récupérer grâce à tes campagnes sur Facebook, YouTube, etc. Et je crois que c'est pas mal, hein, déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, Et ouais. globalement, c'est toujours vidéo. On est d'accord. C'est toujours vidéo. Alors, typiquement, tout à l'heure, je te parlais de funnel. En bas et milieu de funnel, on va avoir des photos, des images, des slogans humoristiques, parce qu'on a un branding qui visuellement est très différent. C'est bleu, c'est corrélé, coloré, et c'est quasi, en fait, pas olympique, mais on met beaucoup d'auréoles, de trucs un petit peu divins. On a une imagerie un petit peu divine qu'on tient à garder, à mettre en avant, parce que, en fait, on est au paradis du cul quand on se lave les fesses avec Boku, quoi. Et c'est un peu ça qu'on veut faire passer comme, comme message. Génial. Non, mais même, vous êtes aussi très actif aussi sur les réseaux sociaux, même en mode organique, donc sans forcément mettre de la publicité. Vous avez déjà pas mal d'abonnés en plus. On en a 40 000 quasiment, il me semble. Il y a même toi aussi, du coup, qui a appris pas mal en perso avec la publicité, parce que tu as réussi à faire la publicité. C'est ça, on fait de la publicité aussi via mon compte personnel Ouais. sur Instagram, donc ça avait pas mal monté les abonnés. Et au-delà de ça, on fait aussi pas mal de jeux concours. Typiquement, là, on a envoyé 2 personnes au Japon. Génial, c'était un rêve que je voulais faire. Je suis encore jamais allé au Japon et on envoie des personnes au Japon, tu vois. Génial. Et on a fait un énorme concours, on a eu genre 20 000 inscrits sur Instagram, donc considérable. Et là, on envoie 2 personnes, une copine et sa meilleure amie en l'occurrence, qu'on a tiré au sort parmi toutes les milliers de personnes qui sont inscrites. Et du coup, c'est assez cool. Ouais. On essaie vraiment d'animer, d'engager. C'est-à-dire on a un potentiel viral et de communication qui est tel qu'on peut pas se dire ah on va rien faire sur Insta, tu vois. Ouais, donc carrément. Mais surtout qu'en plus, aujourd'hui, les réseaux, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est vrai que vous êtes assez impressionnant avec Boku là-dessus. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, des prototypes. Enfin, que tu avais dû faire un prototype. J'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Ouais. Ça a été quoi les plus grosses difficultés dans la conception du produit? Alors les plus grosses difficultés, donc il y a eu 6-7 prototypes, dont un final. Alors au début, t'as pas besoin de recevoir tous tes protos pour savoir qu'ils sont éclatés au sol. En fait, l'usine t'envoie des vidéos, des photos, et en fait un prototype, si tu veux, c'est hyper normé. Il y a pas de hasard dans un moule, concrètement. Et bon, c'est pas hyper passionnant, mais le plus gros problème qu'on a eu, c'est un problème de déformation du plastique, puisque nous, concrètement, on a un produit qui est très très fin. Il fait genre 4-5 mm de hauteur. C'est pour ça qu'il vient facilement se passer entre l'abattant et la cuvette. Et en gros, c'est un assemblage par ultrasons. Donc en fait, le plastique vibre et en vibrant, il se chauffe. Et en chauffant, du coup, il s'assemble. Et à l'intérieur se créent des cavités. Il y a des cavités. En fait, il n'y a pas de tube dans notre produit. Il y a des cavités, ce qui fait que ça ne fuit pas et que c'est très résistant. Mais le fait d'avoir ces cavités sur autant de longueur, sans tuyau, avec 2 longues plaques de plastique qui fusionnent, ça fait que ça peut se déformer. Et ça se déformait avec le chauffage. Et du coup, il a fallu, avec le chauffage, avec la température, Ouais. il a fallu trouver la bonne température, les bonnes fréquences pour s'assurer que le produit soit pas trop déformé, puisqu'il y a un vrai sujet de souplesse et de résistance. C'est-à-dire que notre produit, c'est une forme de L, concrètement. Et c'est un petit peu comme, du coup, une aile d'avion. Il faut que ce soit souple, mais pas trop non plus, sinon ça ressemble à rien. Et si c'est trop rigide, en fait, ça se brise. Du coup, tu as un vrai sujet dans la mécanique du plastique. Donc là, c'est des trucs qui me dépassent un petit peu pour qu'on puisse s'appuyer sur la poignée si besoin quand on l'utilise, sans qu'elle pète, mais en même temps, faut quand même qu'il y ait un minimum de résistance. Et donc après, il y a une histoire de compresseur à l'intérieur du produit, mais c'est des détails d'ingénieur que je maîtrise pas à 100%. Mais il y a eu quelques soucis, surtout parce que je voulais un beau design unique en son genre, et que faire un beau design, c'est comme UI UX, tu vois. Oui, ça fonctionne, mais est-ce que c'est beau? Oui, c'est beau, mais est-ce que ça va fonctionner sur ton site? C'est pareil pour un produit.
Et c'est toi du coup qui le testais ou Alors, c'est testé sur des machines, déjà pour la Ouais, fonctionnalité. Puis après, quand j'ai reçu les protos, bien évidemment, ça a été testé, retesté, retesté. On a pas mal de bêta-testeurs au début, parce qu'un des grands conseils que je peux donner aussi, quand tu lances ta boîte, c'est de confronter rapidement, en au fait, marché. ton produit au marché. Parce que sinon, bah, tu montes un projet. Mais c'est un projet, c'est pas une boîte. Ouais, ouais, carrément. Donc, il faut rapidement se confronter au marché. Et c'est là où en parler à ses amis, le faire tester à sa mère, son père, ses grands-parents aussi, c'est hyper important. T'as dit que t'en avais du coup fait 7. Ouais. Il y en a combien que t'as reçu du coup J'en ai reçu trois, pas plus. 3. Parce qu'il y en a, enfin, les problèmes étaient évidents, ça n'avait pas d'intérêt de les récupérer pour les récupérer, quoi. Et à chaque fois que tu devais en rechanger, faire des modifications, c'était toujours payant, enfin c'était supplémentaire ou Non, c'était ça, compris dans le. non, 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 c'est plutôt compris dans le process. Ok. Après, quand tu dépasses certains ratios, certaines modifications, bon, ils disent non, bah là, ça devient too much, c'est trop lourd pour nous à supporter, il faut allonger X milliers d'euros en plus. Mais disons que tant que t'es pas là, ah oui, au fait, je voudrais tel com en plus parce que c'est sympa et que t'es raisonnable dans la conception mécanique de ton produit, ça pose pas trop de soucis en général. Ok, donc top. C'était quoi les principaux défis que tu as rencontrés sur le lancement de Boku? Les principaux défis. Alors, il y a un défi que j'invite tous les entrepreneurs à relever, c'est celui du service client. C'est con, mais en fait, quand tu as un projet qui pète comme ça, qui est En plus, toi, viral, c'était Ulule en plus, toi. en plus c'était Ulule, donc service client, enfin il y a beaucoup d'emails, c'est des personnes qui sont très engagées, c'est pas ah j'achète et puis je verrai si je reçois mon produit, tu vois, c'est non j'achète, je veux mon produit, je suis engagé, je t'envoie des emails, des messages, je réponds aux commentaires sous tes pubs et tout. Et donc un truc que j'ai fait et qui m'a pris pendant longtemps, genre 4-5 heures vraiment par jour, c'est répondre à tous les emails, répondre à tous les commentaires et répondre à tous les messages de tous les clients et non clients potentiels. En fait en faisant ça, t'écoutes ton marché, t'écoutes les peurs et les craintes de tes potentiels clients. Et c'est comme ça que tu améliores ton produit, que tu améliores tes vidéos et que tu améliores ton site et que tu comprends tout de A à Z. Et une fois que tu as fait ça et que tu engages des gens ensuite pour gérer ton service après-vente ou ton service avant-vente, en fait, c'est game changer parce que tu connais toutes les failles de ton business et toutes les peurs de tes clients. Et c'est là où tu peux construire des vrais arguments marketing avec des vraies vidéos. Si te reste que des suppositions parce que tu n'as pas fait ce travail-là, bah en fait, tu rentreras jamais dans le dur. Et il faut se confronter à la réalité des chiffres, à la réalité des avis négatifs des clients et des peurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se cachent de cette réalité-là et qui veulent pas écouter les avis négatifs. Alors que pourtant, c'est des avis négatifs qu'on se construit. Un avis positif, c'est quelqu'un qui est d'accord avec toi. Tu es d'accord? Cool. Bon, bah j'en tire rien. Génial. Négatif, c'est ah, je peux mieux faire. Donc ça, c'était un gros défi de déjà passer beaucoup de temps là-dessus. Et au-delà de ça, moi, je me suis dit, bon, je sens que j'ai une bonne idée, mais je sens qu'il y a un monde où ça marche pas du tout. Et l'un de mes premiers sujets, c'était de me former suffisamment sur tous les points qu'il faut pour monter sa boîte, pour éliminer au maximum mon potentiel de faire des erreurs. Parce que, en gros, en Les entrepreneuriat, points qu'il faut, c'était quoi pour toi dans ta tête? Parce que c'est pas forcément. bah, c'est savoir faire un site web bien comme il faut, qui convertit, donc qui engage les gens et qui rassure pour procéder à un achat sécurisé. Savoir faire de la publicité, donc acheter de la publicité en ligne, maîtriser les algorithmes publicitaires de Meta, c'est pas rien non plus. Savoir créer, gérer, envoyer, exploiter des emails, donc une base de données. On peut pas, c'est pas comme envoyer un email sur Gmail, hein, quand on envoie un email avec Klaviyo notamment. Derrière ça, du coup, bah, tu as toute la structure et la mécanique du SAV. Comment est-ce que tu peux automatiser tout ça? Quoi répondre à un client? Comment ça se passe? Parce qu'il ne suffit pas de répondre à un client, ah oui, merci, c'est gentil, bonne journée, ah oui, tenez, on vous rembourse. Un SAV, ça ne se gère pas comme ça. Derrière ça, bon, bah, les notions de marketing, je les avais déjà. Les notions de product, je les avais déjà. Mais déjà en maîtrisant publicité, site web, email, logistique aussi, parce que la logistique, c'est quelque chose. Se former en logistique, c'est pas sportif. Enfin, c'est sportif. Faire venir des conteneurs, passer par les bateaux, dédouaner, c'est T'étais déjà. tout seul, surtout que t'étais tout seul là. Ah oui, surtout que j'étais tout seul. Donc, Là maintenant, vous êtes combien là? là, on est une petite vingtaine aujourd'hui. Ok. Petite vingtaine à la VDQ, ça commence à faire beaucoup de monde. Mais en fait, tu as plein de scopes de départ qui est déjà réussir à créer toi-même tes propres images produits, tes propres vidéos, faire des trucs in-home. En fait, soit tu as du temps et tu peux le dépenser pour tout apprendre et faire tout toi-même, soit tu as beaucoup d'argent et tu peux payer plein de monde pour qu'ils le fassent pour toi et du coup, c'est fait en un temps record. Moi, j'avais pas tellement d'argent que ça et j'avais déjà de bonnes bases. Donc, j'ai appris tout ce que j'avais encore à apprendre pour monter la boîte et je me suis quand même dit, donc il y a un monde où ça marche pas. Et ça, c'est pour moi, c'est l'erreur humaine. Mais je suis intimement convaincu que si n'importe quel humain met les heures nécessaires, la variable de l'erreur humaine, elle est minime. Si tu mets 10 heures par jour sur 10 mois pour un projet ou pour un sujet et que tu apprends tous les jours, à la fin, tu deviens naturellement un des meilleurs. Pour moi, c'est quasi obligatoire. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis chronométré tous les jours. Quand je bossais, j'allumais le chrono le matin. Dès que je faisais une pause, je mettais sur pause parce que j'ai le droit à des pauses. Et dès que je recommençais le travail, je remettais le chrono en place. Ce qui faisait qu'à la fin de ma journée, je savais que j'avais bossé 9-10 heures net. Et je savais toute la semaine combien de temps je bossais, tout le mois, tout le trimestre et tout. Et ça me permettait de m'assurer que je mettais les heures nécessaires et que j'étais pas flemmard. Parce que j'étais assez bon partout.
Enfin, juste ce qu'il fallait pour lancer le business. Et en plus, ça, j'y mettais les heures. Donc, si après ça ne marche pas, c'est que ton concept, il fonctionne pas, il est éclaté, que tu n'as pas bien choisi ta cible, tu n'as pas bien évalué la profondeur de ton marché, ton produit ne fonctionne peut-être pas, tu vois. Et ça, c'était un gros challenge parce que rester concentré autant de temps en plein Covid, chez toi, devant ton ordi, c'est pas simple non plus. La paresse, c'est un bon défaut de l'humain et j'en ai plein aussi, tu vois. Donc ça a été un beau challenge de ce côté-là et c'est comme ça que je l'ai bypassé. Et ça serait quoi, du coup, les conseils que tu en tires de toutes ces difficultés Je me suis rendu compte que c'était des difficultés parce que je les ai éprouvées. Ok, Donc mon plus gros conseil, c'est d'essayer, ok. c'est de tester. Et on se dit souvent, oui, mais voilà, j'ai une idée de produit, mais passer du produit au proto, puis du proto au testing, c'est hyper compliqué. Non, les gens qui disent ça, c'est donc des gens qui ont peur, qui ont peur de prendre des risques. Et la première chose à faire, donc en tant que conseil pour diminuer la prise de risque, c'est de faire une étude de marché. Et l'étude de marché, elle peut commencer de manière aussi simple que ça, c'est en parler autour de soi. Beaucoup de personnes veulent garder leurs idées pour eux. Non, j'en parle pas, j'ai peur qu'on me copie et tout ça. Mec, la meilleure des idées que tu as eues, tout le monde l'a déjà eu 10 fois, tu vois. Beaucoup, je sais que plein de personnes l'ont déjà eu avant moi et d'autres personnes l'auront aussi, c'est comme ça. Donc la première chose à faire, c'est d'en parler autour de soi. Envoyer des sondages, envoyer des emails et récupérer de la donnée. C'est écouter son futur client pour confronter sa solution au marché. En fait, une fois qu'on a un peu près sûr avec son étude de marché que oui, mon idée va fonctionner, là on peut prendre des risques. Et beaucoup de gens ont peur de prendre ces risques parce qu'ils ne mesurent pas à quel point est-ce que ça peut fonctionner. Si tu sais demain que ton idée peut générer 1 million, tu vas dire ok, je peux prendre des risques à hauteur de 100 000 euros. Mais si tu n'en as aucune idée, tu vas prendre zéro risque et du coup tu fais rien. Donc il faut trouver son idée, il faut faire une étude de marché pour s'assurer qu'il y a du potentiel une fois qu'elle sera développée et derrière pouvoir prendre des risques un peu plus sereinement en confrontant très tôt sa solution au marché, en parlant autour de soi, en faisant tester son produit à gauche à droite. Ouais, carrément. Je vais reprendre la phrase que tu as dit, justement, où les gens, ils ont peur de dire leurs idées, etc. C'est un truc aussi que je remarque énormément. Hmm. Alors qu'en soi, en fait, chaque personne va avoir l'idée et va la faire différemment, Ouais. parce que chaque personne est différente. Et c'est vrai que les gens, ils ont très peur par rapport à ça, et en fait, ça va juste nous amener un peu plus loin et nous pousser en plus, encore plus à le faire. Hmm. Euh, Beaucoup de jeunes entrepreneurs hésitent à se lancer, tu vois, dans des projets à impact, parce Ouais. qu'aujourd'hui, Bocuse, c'est un projet à impact, en raison de la complexité des enjeux environnementaux, d'éduquer aussi derrière. Quels conseils tu leur donnerais pour surmonter ces doutes? Je dirais qu'il faut trouver sa motivation principale. C'est-à-dire que quand tu as une vraie motivation à faire un projet à impact, en fait, tu le fais. T'en as qui sont motivés que par l'argent, t'en as qui sont motivés par l'humain, t'en as qui sont motivés par d'autres choses. Et moi, je suis motivé par l'idée de faire la différence sur tout ce que je fais. Demain, si je remonte une boîte, elle fera la différence. Elle aura un impact social, environnemental ou économique. Mais je peux pas me satisfaire de la moyenne. Et en fait, à faire des demi-projets, on fait des demi-boîtes qui ont des demi-impacts et du coup des demi-résultats. Et moi, j'ai envie de faire la différence. L'argent, ça m'intéresse plus. Enfin, au début, ça peut t'intéresser, tu vois. Mais aujourd'hui, des sous pour des sous, c'est plus kiffant. En fait, au début, quand t'es jeune, oui, c'est sympa d'avoir de l'argent, mais t'as envie largement d'aller au-delà de ça. Et du coup, c'est là où il faut trouver un petit peu son why, son pourquoi intérieur, son pourquoi est-ce que j'entreprends. Quel est le bout du tunnel que je vise? Pour qui est-ce que je le fais? Est-ce que c'est pour mes parents? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour d'autres? Et quand on a la motivation, en fait, on va se dire, ok, si mon but, c'est vraiment genre de faire la différence de manière écologique, je vais peut-être mettre un peu la renta de côté. Ok, je mets la renta de côté, mais du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de l'argent extérieur. Et c'est là où tu vas aller chercher des fonds. En fait, il faut bien définir son but dès le début pour savoir quelle direction prendre. Et j'aimerais faire le parallèle avec quand tu t'associes avec quelqu'un. Quand tu t'associes avec quelqu'un sur un business, sur un projet, et que vous n'avez pas la même vision, il y en a qui veut un projet impact et il y en a qui veut faire le plus de sous possible, ça ne matche pas. Parce que c'est pas du tout les mêmes stratégies. Et donc tu me dis, voilà, comment est-ce qu'un jeune à impact peut un jeune qui veut faire une boîte à impact peut se débrouiller? Il faut qu'il établisse sa stratégie pour faire un projet à impact et pas pour faire un projet qui ne le sera pas, parce que c'est pas les mêmes dynamiques, c'est pas les mêmes décisions, c'est pas le même mindset. Toi, dès le début, tu voyais l'impact environnemental derrière, ou c'était vrai? Parce que toi, tu parlais quand même du fait justement Covid, etc., papier toilette. Dès le début, tu as vu aussi l'impact environnemental? En fait, moi, j'ai commencé à faire mes études par rapport au PQ. Si on n'en a plus, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est vraiment le PQ? Et je me suis à ce moment-là rendu compte que c'était une aberration écologique. Et donc, très vite, nous, en tant que designer, on est motivé quand même par l'impact que vont avoir ton projet. Tu vois, créer une tasse, c'est sympa, mais si tu crées la tasse du siècle, c'est quand même mieux. Il y a un truc un petit peu d'égo. Ouais. Et du coup, j'ai toujours voulu faire la différence. Et l'impact environnemental, pour moi, c'est hyper important. Parce que j'ai envie de retourner en 10 ans et me dire que, je sais pas, on a économisé tant de tonnes de CO2, tu vois, tant de tonnes de je sais pas quoi. Là, aujourd'hui, on a économisé plus d'1 milliard d'eau polluée dans la chaîne de production de PQ. Quand on fait le calcul, le ratio entre le nombre de personnes qui ont un PQ, depuis combien de temps ils l'ont et quelle est l'estimation de réduction de PQ qu'ils ont chez eux, tu vois. Et donc, dès le début, je me suis dit, ok,
Il faut un projet impact. Et c'est ce qui me motive le plus. Juste faire de l'argent, bon, bah, j'aurais pu faire du trading ou bosser dans n'importe quelle boîte. Ouais, carrément. Mais ça me dépassait. J'avais envie de beaucoup, beaucoup plus. Et l'impact social est aussi très fort. Moi, je pensais à mes grands-parents qui ont des problèmes de mobilité, etc. Tu vois, avec le temps qui vieillissent, un bidet Bocu, contrairement à un bidet ou une bouteille d'eau, ça leur facilite grandement la vie. Pareil pour les aides-soignantes, pareil pour les hôpitaux. Il y a un impact qui est énorme, qui est social, environnemental, qui me touche personnellement et qui me motive au-delà de juste faire des sous pour faire des sous. Ouais, carrément. Et si je te dis Bocu dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'il y aura des toilettes entièrement Bocu? Comment tu vois l'avenir? Ouais. Moi, mon but absolu, c'est de vendre de beaux vrais WC japonais. C'est de faire en sorte que dans 30-40 ans, des toilettes Bocu, il y en ait partout à travers la France, à travers l'Europe. En fait, les innovations qu'on va trouver aujourd'hui aux US ou en Asie dans les pays développés, c'est des innovations qui arrivent 6-7 ans plus tard en France. Et pour moi, la traîne des toilettes japonaises, elle est sous-jacente en France, mais elle arrive très 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 fort. En fait, c'est naturel. Quand tu regardes tout ce qui s'est passé les siècles derniers, tout finit par arriver en Europe, en France, avec juste un petit peu de retard, quoi. Et donc, pour moi, beaucoup dans 5 ans, on vend des toilettes japonaises, plutôt haut de gamme, de bonne qualité, et tout le monde est OK pour les acheter, parce que les gens ont compris que le PQ, c'était une véritable aberration écologique, hygiénique et économique. Ah, c'est drôle, donc là tu pars en fait de la base de Boku qui est quand même de vendre le prix accessible et en Mm. fait après c'est de passer en haut de gamme parce que tu as réussi à faire passer d'abord le message. C'est ça. Euh, En fait, il y a un vrai sujet d'awareness. C'est aujourd'hui, personne n'est prêt à acheter des toilettes japonaises Ouais, hyper chères. ouais. C'est compliqué. Et la stratégie, elle est un peu la suivante. C'est aujourd'hui, les Français ne sont pas prêts. Donc, mais par contre, je sais qu'ils seront prêts d'ici 10 ans, si entre-temps, on fait les efforts pour les éduquer. Donc, on reprend le début un petit peu de l'alphabet pour aller de A à Z. On commence avec un produit hyper accessible. On dédramatise, on éduque, avec un produit qui coûte pas cher, que tu installes facilement chez toi. Et on devient viral comme pas possible, pour toucher les gens dans leur cœur, dans leurs esprits, pour que d'ici 3 ans, ils se disent « Mais tu te souviens le mec de Bocul avec ses vidéos bizarres, son Nutella, son machin sur ses têtes ?» Pour que ensuite on monte en gamme petit à petit. Et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Là, on a le bidet Boku qu'on vend à 139 euros. On a sorti l'abattant japonais qu'on vend à 280 euros. Et 60% des acheteurs de l'abattant japonais ont déjà un bidet Boku chez eux. Ouais, c'est Parce qu'ils montent en gamme. Parce qu'une fois que tu es convaincu en fait, des bienfaits de ce genre de produit, tu es prêt à prendre des risques. Tout comme quand tu montes une boîte. Ah ok, ça fonctionne. Ah ok, j'aime bien le produit. Ah ok, je sais que je vais pouvoir générer du bénéfice. Ok, je prends des risques. Ok, j'y vais. Ok, je monte en gamme. Et du coup, petit à petit, c'est ce qu'on fait. Jusqu'à la finalité d'arriver et de vendre des vrais WC japonais et d'équiper des grandes chaînes d'hôtels, des Airbnb et beaucoup, beaucoup de choses. La vision est claire et elle est belle. Hmm. Je vais te poser maintenant la dernière question du podcast que je pose à tous mes invités. C'est quoi le site ou l'application la plus utile que tu as sur ton téléphone et que tu n'as jamais partagé? Du coup, si je la partage pas, c'est pour une bonne raison. Plus utile, celle que j'utilise le plus au quotidien, c'est con, mais c'est le Google Drive, Google Doc. Donc, Et un truc un peu plus... un peu plus underground, ouais. ouais. Alors, ça va être SimilarWeb. SimilarWeb. En fait, quand on crée une entreprise, donc on éduque son marché. Enfin, on éduque son marché. On étudie, pardon, son marché. Et c'est con, mais je te disais tout à l'heure que tout ce que tu as envie de faire a déjà été fait. Et une bonne preuve que tu as un bon product market fit, donc que tu as une idée d'un produit qui va vraiment bien fitter avec le marché sur lequel tu veux le lancer, c'est de voir si sur d'autres marchés, ton concept a déjà été lancé. Et SimilarWeb, c'est un outil qui te permet, un petit peu au doigt mouillé, mais quand même Ouais. bien, de voir le nombre de visites que peut avoir un site web. Tu dis demain, ok, je vais lancer une tasse qui l'évite. Ok, pourquoi pas. Est-ce que d'autres personnes l'ont déjà fait? Ah bah je vais taper tasse qui l'évite en anglais, en indien, en chinois, et je vais tomber sur des sites de ces pays-là, et je vais voir le nombre de trafic qu'il y a dessus. Ah ok, je vois qu'il y a beaucoup de traction. Ah non, je vois qu'il y a genre 10 visiteurs par jour. Donc ça vaut difficilement la peine de lancer en de business parce que d'autres ont essayé sur d'autres marchés, et ça se passe pas très bien. Et moi je dis souvent que donc cette application, tu vois, SimilarWeb, donc elle est sur mobile, elle est aussi sur ordinateur, elle te permet de jauger un peu de la taille de ton marché. Parce que concrètement, lancer une idée quand tu as zéro concurrent, c'est un peu bizarre. Si personne n'a jamais fait ce que tu as fait, c'est un peu bizarre. Tandis que si ça a déjà été fait, il y a une preuve que ça fonctionne. Et c'est là où il faut trouver des avantages concurrentiels. Donc typiquement, si demain tu veux lancer ce business de tasse qui l'évite, qui est pas dingue d'ailleurs, et que tu as quelqu'un en France qui le fait déjà très bien, il va falloir que tu sois meilleur que lui, mais meilleur comment? Donc il n'y en a pas 15 des avantages concurrentiels. Il y a celui du prix, le même service pour moins cher. Il y a celui du service, le même prix, mais pour un meilleur service, une tasse de meilleure qualité. Ensuite, il y a celui du service client, donc de l'expérience. À quel point sur le site ça va être sympa, à quel point le colis va être meilleur, à quel point est-ce qu'on va te répondre en moins de 5 minutes sur le chat. Et derrière ça, tu as l'image de la brand.
la brand, si tu as un avantage par rapport à la brand, les gens émotionnellement vont être plus à même d'acheter chez toi parce que tu as un meilleur branding. Je peux te dire que typiquement entre Zara et 4-5 autres marques du même style, les produits sont les mêmes usines, mais la brand est différente. Et t'en as qui s'élèvent plus que d'autres parce que c'est la brand, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes oublient que les gens, bon, ok, les arguments commerciaux, marketing, tout ça, ça fonctionne. Mais en fait, ça représente que, genre un tiers de la décision d'achat. C'est-à-dire que oui, j'ai besoin d'une tasse. Mais pourquoi tu vas l'acheter? Parce que c'est stylé d'avoir une tasse qui est vide, parce que je vais pouvoir le mettre sur Insta, parce que j'aime bien, je me sens comme Tony Stark. Et ça, c'est de l'émotionnel, c'est pas des arguments de vente. Et c'est hyper important de le garder en tête quand on monte un business. Super sympa. Et même pour reprendre SimilarWeb, ça permet pas que les visiteurs, ça permet aussi de savoir de quel trafic il vient, si c'est admettons Google, les publicités, etc. Et même de voir les concurrents. C'est ça. Enfin, il y a pas mal d'infos, franchement, et même d'où vient exactement les visiteurs, si c'est la France, etc. Ouais. Donc franchement, c'est un très bel outil que je connais très bien aussi. C'est un bel outil, surtout un outil qui est gratuit. Donc jusqu'à un certain niveau, ça permet vraiment de, quand tu es jeune et que tu n'as pas 2000 balles à mettre dans un logiciel, de pouvoir analyser, de faire une belle étude de marché. Et on peut faire une étude de marché gratuitement avec plein d'outils comme SimilarWeb, Google Doc, Typeform notamment qu'on utilise beaucoup nous pour développer des produits, avoir des avis clients, ce genre de choses. Ouais. En tout cas, William, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé ton expérience. Je suis sûr que ça pourra aider pas mal de monde. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous avez des questions ou des suggestions d'invités, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit pour le business, le marketing ou les études. Je cherche toujours les meilleures astuces pour vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À plus.